Quelle série d'uppercuts! Oh là là! Le couleur de notre choix peut arrêter ce massacre! From Montreal, Quebec, Canada! Bonjour! Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Samuel Descaries, entraîneur de boxe, cutman, mais surtout passionné de boxe et passionné d'humain. Co-animateur, mon cousin, vous le connaissez, Antonin Descaries, ancien boxeur professionnel, aujourd'hui directeur général de Eye of the Tiger Management. Anton, comment ça va? Super bien, ça pourrait pas aller mieux. On a un invité que je suis vraiment excité d'avoir aujourd'hui. On se connaît pas personnellement, mais tout le monde connaît. Il t'a apporté du café, fait que t'es content. Exact. Il a amadoué, exact. Il a essayé de flatter dans le bon sens. Je donne toujours des cadeaux aux gars qui peuvent me péter à la gueule. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Sam, je t'ai rien amené. Pourtant, tu disais pas ça. Non, c'est quand même, tu me crées une volée. On va en parler, mesdames et messieurs. Je vous présente pour ceux et celles qui ne le connaissent pas parce que vous êtes que des fans de boxe. Pour toutes les autres qui connaissaient rien à la boxe mais qui suivaient Phil, vous savez c'est qui Phil Roy. Yes, Phil Roy, allô. animateur, comédien, humoriste et sportif aussi. Un gars qui adore le snowboard, qui s'est découvert une passion pour la boxe. Ouais. On va y revenir dans quelques instants. Aussi entrepreneur parce que il nous a fait goûter ça aujourd'hui. Ouais, Incroyable. Tréma Café, du Très café. bon, by the way. Merci, du café latte en canette. Ça fait 1 an que c'est sur le marché, mais ça fait 3 ans et demi que je travaille sur ce projet. Moi, je bois pas de café d'habitude, je suis pas un fan, j'aime pas ça. Quelques raisons. Un, je me brûle tout le temps la langue parce que je suis pas capable Alors là, d'attendre. il est froid, c'est réglé. C'est froid, c'est réglé. Puis 2, c'est que quand je prends du café, je sais pas pourquoi mon énergie est vraiment intense. Fait que les gars, bonne chance Mais moi, aujourd'hui. je peux te je le l'expliquer feel pourquoi. déjà. C'est la caféine. Les gars. Chris, c'est quoi qu'il y a Ah, c'est ça. là-dedans? Le café, c'est vraiment ça. Phil, Oui. dis-moi, toi, t'as fait de la boxe un petit peu. Ouais. J'ai même eu la chance de travailler avec Phil à ses débuts en boxe. Comment est-ce que tu es arrivé à faire de la boxe? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ben moi, en fait, c'est que j'ai comme un long processus de remise en forme sans fin. Dans le sens où, moi, toute ma vie, tu sais, tu disais, moi, j'étais un passionné de snowboard. J'ai fait du snow à côté. Là. Je voulais faire de quoi avec ça dans la vie. Puis à un moment donné, c'est ça, arrivé au cégep, j'ai cessé de faire tout sport confondu pour plein de raisons. Et en arrêtant de prendre soin de moi, mettons, je peux dire, moi, je me suis ramassé à peser 307 livres. Oh, quand même. Et de là, j'ai fait, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Félicitations, by the way. Ouais. Puis c'est pas un 307 en forme. Je pense que tu peux peser 300. Le poids n'a pas d'importance, mais quand même, C'est surtout comment tu te sens dans j'étais ton pas en corps. forme, là, tu sais. Et c'est ça, fait que je me suis mis à courir, à ça, à aller au gym. Et j'allais souvent dans un gym, le spécifique performance. Et là, il y a Martin Brissette, qui est un masso que vous connaissez. Très bien. Puis Martin, en fait, suit beaucoup d'athlètes en sport de combat, notamment la boxe. Puis à un moment donné, il me jase, tu sais, puis on devient des amis. Puis il me dit, je pense que t'aimerais vraiment ça, la boxe, parce que j'aime aller au gym, mais l'aspect de jeu est pas là. Tandis qu'à la boxe, moi, je compare souvent la boxe à une game d'échecs. Chaque round, c'est des moves qu'il faut que tu fasses. Puis il y a des fois, il faut que tu... OK, là, je vais perdre un peu mon fou, mais je vais aller enlever la tour de... Tu sais, il y a des fois où volontairement, la personne qui boxe accepte de ouvrir un peu, mais il essaie de tendre un piège, puis là, il faut que tu bouges tout le temps. Il y a comme une espèce de danse que je trouve vraiment hot là-dedans. Puis en jasant de ça, ben là, il m'a donné le numéro d'un certain Sam qui entraînait. On s'est parlé au téléphone, puis je me souviens de notre premier appel où tu as fait... Moi, je coach pas des gens qui font pas ça dans la vie. Et sans dire ça, mais tu disais, je coach pas des gens qui viennent à tâtons essayer des affaires. Puis je me souviens d'avoir dit, ah non, mais je pense vraiment que tu vas me trouver intense, là, tu sais, genre, moi, ça m'intéresse, puis si j'aime ça, puis, je veux dire, j'étais au gym de boxe 2-3 fois semaine, même, des fois, puis tu m'as tout appris mes bases, puis c'était drôle de voir les autres coachs qui étaient dans le gym, qui faisaient...
hey, arrête esti, de vouloir faire de Phil un boxeur technique. Il est gros pis il fesse fort. Marc Ramsey arrêtait pas de dire fais-en un gars qui défonce des gueules. T'es là à vouloir le faire dans. Il est pas capable. Puis à un moment donné, quand j'ai mis les gants avec j'ai fait des pads avec Marc, il était comme OK, man, tu bouges comme vraiment mieux que je pensais. Fait que c'est ça. Puis c'est de là où j'ai fait. C'est vraiment le fun à faire. C'est aussi c'est encore plus le fun à faire qu'à regarder, je trouve. Puis c'est à date, à ce jour, l'entraînement le plus complet que j'ai fait. Mais t'as vraiment eu la piqûre, hein, parce que je me souviens, tu me disais, t'en faisais même backstage avec Chris. Ouais, le gars qui faisait une première partie. Ouais. Puis encore à ce jour, des fois, je suis au gym, puis entre mes répétitions, je fais juste bouger. J'imagine la style de corde que tu me faisais faire tout le temps en passant en dessous de la corde, puis ces trucs-là. Puis ouais, il y a des fois où, je shadowbox quand même souvent. Ouais, ça, c'est propre à tout le monde. Tous les boxeurs, ils font un peu de shadowboxing en attendant les toasts le matin. Tu sais, tu passes devant un miroir, puis là, tu fais juste comme mais ça, il y a quelque chose avec mon crochet qui est weird. Puis là, ouais, OK. Puis là, je pourrais me tasser. Puis moi, je sais mon combo préféré. Je le refais. OK, ouais. Tantôt, je t'entendais dire que Marc, il voulait te faire de toi juste un. Laisse faire. Un cogneur. Non, pas un technicien, mais c'est pas mal ce que Marc essaie de faire. Il reproche ça après que tout le monde va. C'est pas rien de propre à toi. C'est pas un reproche, là, mais c'est son style, c'est ça qu'il aime. Ouais. Phil, tu as souvent parlé justement de l'espèce de rapport que tu as avec le corps. Il y a même eu un petit documentaire là-dessus. Trouves-tu que la boxe t'a aidé à apprivoiser ton corps un petit peu plus, à peut-être mieux le comprendre ou à mieux dealer avec? Ben oui, parce que à mieux bouger avec aussi, puis de se rendre compte que, hey, moi, mettons, je peux avoir vraiment la même excitation en finissant un round de 2 minutes qu'un pro qui termine un round de 3 minutes où il a dominé. Puis moi, même si c'était pas dans un aspect de combat, je suis méga satisfait de ce que j'ai donné. Puis à la fin d'un entraînement, tu sais, j'ai eu la chance quand même, à toutes les fois que je parle de boxe, moi, j'ai été vraiment privilégié de m'entraîner avec toi, Sam. Tu sais, dans un gym où il y a que des professionnels établis puis des jeunes rising stars qui, aujourd'hui, sont les boxeurs les plus hot en ce moment. Mais moi, je les ai vus. Tu me les as présentés comme hey, c'est un jeune qu'on prend là. Tu sais, Derek Pomerleau, vous en avez parlé il y a 2 épisodes déjà, mais Derek, il est déjà venu un petit peu avec toi. Puis tu me l'as présenté comme hey, Derek, il commence un peu à bouger avec nous autres. On va voir si ça fit. Puis peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Mais sauf que moi, toutes les fois que je suis Derek, je fais il y a un bout là où je m'entraînais avec ce gars-là. On n'était pas sur le même palier, là, bien évidemment. Sauf que il y avait des techniques de base qui se faisaient remontrer que j'étais comme ah ouais, je me souviens, il y a un mois, mon pied en arrière. Ou, non, mais c'est vrai que c'est cool parce que puis ça, c'est propre au monde de la boxe parce que dans le monde, tu sais, si t'avais voulu commencer à jouer au hockey, ça aurait été vraiment impossible d'aller jouer avec les Canadiens de Montréal. Non, c'est un peu ce même privilège-là. Oui, exact. Puis de voir Mbili pas avant qu'il devienne Mbili, mais sauf que il y avait pas autant de ceintures puis de titres, là, puis de le voir puis de jaser, puis comme il survivait de la boxe, puis là, à cette heure, je veux dire. Mais moi, je le croisais, puis je trouve ça fantastique, puis je le croise des fois à Montréal, puis on marche, puis je suis comme, je suis tellement content pour toi, puis je suis tellement fier. Puis moi, de l'avoir vu il y a longtemps, ben il y a quelque chose, comme tu dis, de jamais tu veux jouer au hockey ou tu joues au basket, tu vas pas aller t'entraîner avec des... Mais là, j'étais là, puis pour revenir à ta question, pour moi, de se sentir accepté dans un gym de boxe, puis ça, moi, j'ai compris ça tout de suite. Ça a l'air intimidant. De un, ça pue, c'est dégueulasse. Là. Je pense que vous avez le gym qui pue le plus que j'ai vu de ma vie. Puis j'en ai quand même vu pas mal. Mais sauf que t'arrives là, puis les gens, ils s'en foutent de ton ranking puis tes affaires. T'es-tu ici avec sérieux? T'as-tu le goût de faire ça? Puis moi, ça m'a vraiment réconcilié avec c'est accessible à tout le monde. T'sais.
Mais tu as raison là-dessus. En fait, presque raison là-dessus. La première des choses sur laquelle tu n'as pas raison, c'est que le gym, il ne peut plus maintenant. Il ne peut plus. On a une machine. Pas si pire, on a une machine en haut. Il y en a des vraiment. Non, mais on a. Parce qu'on a tourné, là, OK? Oui, mais on a tourné à côté des vestiaires des amateurs. On est rentré, puis tout le monde a fait ouf, man, c'est quoi ça? Puis en sortant, l'équipe de tournage, j'étais comme mon linge sent. J'étais comme c'est moi aussi. Mais le club de boxe champion dans le temps, ça. C'est une odeur particulière. Là. Tu rentrais, puis il fallait que tu montes les marches. Là, c'était déjà. Puis même chose au Underdog, là, quand il fallait que tu ailles dans le sous-sol. C'est la chaleur. C'est pas sur Sainte-Catherine, ça? Ouais. J'étais déjà allé voir des soirées. Parce que tu as suivi un peu la boxe amateur aussi. Quand tu as eu la piqûre, tu t'es mis à... Attends, moi, je veux savoir, là, quand tu as commencé à boxer, tu pesais-tu 307 livres? Non, ça m'a frappé, là, quand tu dis ça. Parce que là, t'as perdu quoi, presque 100 livres? J'aimerais ça avoir perdu 100 livres. Mais là, non, j'ai dû perdre un genre de overall 80. Wow. Là, aujourd'hui, je dois être à, je sais pas, je me pèse pas, mais 2,30 à peu près. C'est huge, là. Ouais. Puis, mais c'est comme constant. Puis à cette heure, pour moi, je le vois vraiment dans un... Moi, je veux être capable... Je veux avoir un corps qui me permet d'accomplir tout ce que j'ai envie de faire. Si on se dit, on va monter une montagne ou une affaire, je sais que je peux y aller. Est-ce que dans les temps de pro puis d'athlète, ben là, ça, c'est un autre... Mais sauf que moi, je désire avoir la santé de faire tout ce que je veux faire. Ah ouais. Je reviens un peu à ce que tu as dit. Tu as parlé que c'était intimidant un peu là, de rentrer dans un gym. Puis c'est là où je voulais dire que tu avais raison sur un point. C'est vrai que c'est intimidant, mais effectivement, on y trouve une famille. On trouve du monde qui sont là pour aussi t'aider. Il y a tout le temps un conseil qui va arriver de quelqu'un de plus expérimenté parce que tout le monde est passé par là. Puis je te dirais, pour moi, ce qui me frappe vraiment, à quel point c'est une famille. Des fois, ça m'est déjà arrivé d'oublier mon porte-monnaie, mettons, sur le bord du ring, là, puis quand même de l'argent dedans. Puis tu reviens le lendemain, puis l'argent est encore là parce que les kids, ils veulent pas se faire prendre puis ils veulent pas se faire mettre dehors parce que c'est la famille qu'ils ont pas, là, tu sais. Fait que souvent, ils vont le prendre, ils vont le mettre en quelque part, puis... mais tu sais, c'est très rare que dans un gym de boxe, il y a des vols parce que on enseigne aussi le respect à travers tout ça, tu sais. Fait que... Mais t'as 100% raison, mais il n'y a pas tant de monde que ça non plus dans un gym de boxe, tu sais. Non. C'est quand même... Tout le monde se connaît par leur prénom, tout le monde se salue. C'est pas comme... T'arrives dans un gym, là, peu importe quelle franchise, là, puis il y a 3, 4, 5 000 membres. Ça se peut très bien que tu laisses ton porte-monnaie sur le bord d'une machine. Tu ne le verras pas. Jamais. Mais c'est parce que les gens se connaissent pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un peu ça, mais c'est sûr, t'as raison, tu sais. Quand je suis rentré dans un gym de boxe, moi, j'avais 13-14 ans. Puis c'était... Tout de suite, ça a changé ma vie, c'est clair. Puis, on parlait de l'intimidation et tout ça. La première fois que tu as mis les gants, est-ce que tu avais un peu cette peur-là? Parce que tu m'avais déjà dit, tu sais, moi, je me suis jamais battu, jamais frappé personne, tu sais. Et j'ai un peu peur de ça va être quoi. Puis c'est pour ça que je t'avais proposé qu'on mette les gants ensemble la première fois pour qu'on voit ça. Je me souviens, quand je le décris, là, c'est. Moi, je vais me souvenir toute ma vie du premier coup de poing que j'ai mangé sur le nez. Puis il était quand même donné avec tendresse. Puis je me souviens de l'effet que ça fait, la tête qui revire à l'envers. Puis on s'était dit qu'on faisait des rounds de 2 minutes. Je pense pas avoir fait 1 minute, là, honnêtement. C'est normal. Puis d'un, j'étais vraiment le lendemain de brosse. En plus, c'est vrai. J'avais pas pris ça au sérieux. Puis je me souviens dire à Sam, OK, stop. Là, on avait arrêté. Puis là, t'étais comme, non, on continue. Puis tu me chassais sans me toucher. Puis à un moment donné, j'ai fait, ça suffit. Puis après ça, j'étais allé dans mon char. Puis là, ça va avoir l'air vraiment... en tout cas, j'ai braillé dans mon char après. Ah ouais? Ouais. Parce que j'imaginais le jeune qui se fait frapper, qui peut pas dire ça suffit, puis que l'autre personne fait OK, non, c'est bon, t'es-tu correct, tu sais, puis qu'on en parle, j'ai fait hey, moi, ça a pas duré 1 minute, puis dans ma tête, ça a duré 1 heure. Puis je n'ai fait après ça du sparring, on en a refait ensemble, puis je n'ai fait dans d'autres gyms, puis toujours des rondes de 2 minutes. Moi, je veux pas aller plus que ça. Puis il y a des fois où je me suis fait là, dominer. Puis pour être 2 minutes de se faire dominer, là, quand tu te ramasses dans un coin puis que t'es pogné, là, le temps, là, je trouve que le temps s'arrête puis que tu fais juste quand est-ce que ça finit. Puis souvent, après des rounds de même, j'ai besoin de dire à l'autre personne, genre,
tu sais que si tu veux qu'on arrête, on peut arrêter. Même si je me suis fait dominer ou même si j'ai dominé l'autre, parce que j'ai comme cette affaire-là de me dire, wow, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas le coup de poing que j'ai mangé sur le nez, c'est la réalisation de faire, tu sais, j'ai pas eu une vie rock'n'roll. Ouais. Je me suis jamais battu, j'ai jamais assisté à quelqu'un qui se fait, tu sais, autre que dans un truc organisé. Puis là, de voir ça, puis de faire t'est jamais arrivé quand t'étais jeune sortir dans un bar puis que tes amis se battent? Non, parce que j'ai quand même une bonne maîtrise de ma parole. Okay. J'ai arrêté souvent des batailles. J'ai vu des affaires, là, tu sais, genre... c'est drôle parce que j'ai vu un des gars qui entraîne, son nom m'échappe, grand gars avec des tatous anglais Sean. Sean, il était doorman au Fouf. Ah oui, lui, il est sorti du monde. Puis j'étais allé voir, j'ai dit... Toi, t'as déjà été doorman au Fouf. Il dit, oui, j'ai dit, man, je me souviens que t'as déjà donné une claque d'en face à un gars, dehors, en avant. Puis le gars, je le trouvais effronté, même. J'étais comme, ta gueule, esti, son 4, t'es gros de même. Puis là, juste, dans mais c'est comme ça que j'avais vu. Mais non, j'ai souvent arrêté des affaires en faisant des jokes parce que moi, c'est smart, dans le fond. Ouais. Mais, corrige-moi si je me... Mais les gars, vous êtes déjà battus dans des bars, peut-être. Moi, je pars du principe que dans la vie, les gens veulent pas se battre. Je pense que si quelqu'un s'installe puis les deux gars vont se pogner, on dirait que tout le monde check un peu. Y a-tu quelqu'un qui peut juste venir mettre sa main ici et faire une petite chance, mettre. Hey, fais ça. Moi, ça me dérange pas d'être là puis que tu fasses ton pan, mais garde, on arrête ça. Là, ça va mener à rien, tu sais. 100%. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un excellent mindset. J'aurais dû passer à ça une couple de fois, ça m'aurait aidé. Je me dis juste, tu sais. Maintenant, pour en revenir au sparring. Ouais. Aussi, quand on en a fait, toi, tu m'avais expliqué, on avait fait une mise en situation, tu m'avais expliqué un peu justement que tu avais une certaine anxiété par rapport à ça. Puis même pendant une bonne partie du round, je mettais de la pression, je lançais pas, c'était pour te faire vivre ça. Puis toi, dans ta tête, ce qui t'avait marqué, c'était vraiment quand j'ai dit arrête, j'avais l'occasion d'arrêter alors que... n'importe qui est mal pris n'a pas cette chance-là. Cette porte de sortie-là. Donc, ça prend quand même un certain courage pour monter dans le ring. Tu l'as vu, tu l'as vécu. Est-ce que tu dirais que c'est un peu similaire à ce que ça prend pour être humoriste puis monter sur scène, ce genre de courage-là? Non, je pense. Peut-être s'il y a des similitudes, mais non, ça prend vraiment moins de courage pour monter faire un show d'humour que même si c'est rien qui s'entraîner, tu sais, je veux dire, moi, tout est dans le plaisir, tu sais. Je pense que le mindset de quelqu'un qui s'en va faire un combat, je pense qu'il faut que je pense que, puis corrigez-moi si je me trompe. Moi, je vais te corriger parce que j'ai fait, tu sais, mettons, des sparring, j'en ai fait des milliers. En boxe amateur, j'ai 99 combats. En boxe pro, j'en ai 33. Puis je me suis battu devant, en Argentine, il y avait 60 000 personnes. J'étais bien à l'aise. S'il fallait que je monte sur un stage pour faire un show d'humour, là, je serais vraiment stressé. C'est ça. J'imagine que tout est une question de perception. Mais moi, comment je le vois, c'est hey, je m'en vais passer une soirée agréable puis faire passer une soirée aux gens qui ont décidé de m'octroyer leur soirée, que ça soit le fun. En face de moi, j'ai pas quelqu'un qui fait mon mindset, c'est faut que je te tue. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est là où je fais, je sais pas, on dirait. Mais t'as jamais vécu violence parce que oui, j'ai souvent entendu parler, mettons, à Mike Ward sous écoute, des humoristes qui disent hey, c'était tellement violent, je me suis fait ramasser, je suis arrivé, je rodais un numéro, j'étais dans un bar, il y avait 6 personnes, ils voulaient rien savoir que je sois de la boxe. Oui, c'est ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de me planter solide, puis même encore aujourd'hui, si tu me disais on t'engage pour aller faire un corpo, viens, ça va être le fun, oublie ça, là, tu sais, c'est impossible, tu sais. Puis à un moment donné, je ne sais pas si c'était avec toi quelqu'un d'autre qui disait hey, tu ferais-tu un number, mettons, d'humour dans un gala de boxe entre les. Je sais là, t'es-tu fou, man? Les gens sont pas venus voir ça, moi. Hey, la gang, en tout cas, l'autre jour, man, j'étais en train de faire du ski. Non, man, c'est impossible que je fasse ça. Ça m'empêcherait de dormir pendant une semaine avant, puis je voudrais que tout s'arrête. Pourquoi du corpo, c'est tough? Parce que je trouve que le corpo,
c'est le show est imposé aux gens. C'est pas un choix que les gens ont fait. Je comprends. T'sais, moi, si c'est c'est dans une salle, tout le monde est au courant, les employés qui voulaient venir pouvaient venir. Ça, je vais être là demain matin, ça va me faire plaisir. Mais on fait une surprise, tu viens, puis là, pendant une demi-heure ou 1 heure, là, tu fais ton show, ça va être. Comme ce que t'aimes pas dans l'idée du gala de boxe entre les combats. Ça, impossible que je fasse ça. Mais parce que les gens ont. Me semble qu'entre un combat, pour les peu que je suis allé voir, moi, après, je parle du combat, puis comme, telle affaire, puis là, tu sens le hype avec. Là, tu te dis, non, on va juste demander à tout le monde de garder le silence, il faudra que je vous raconte mon anecdote de jardinage. Il y a quelque chose que je fais, je pense pas, man. Si c'est une affaire de, t'animes le truc, tu montes, puis là, il y a un décortiquage de ce qu'on vient de voir, peux-tu rendre ça un peu funny? Ben là, c'est pas la même affaire, tu sais. Ouais. Fait que tout est dans la forme, je pense. Je comprends. Ouais. Je comprends. Tu as parlé de gala de boxe. Mettons, là, y a-tu un humoriste avec qui tu aimerais mettre les gants? Parce qu'on te l'a déjà proposé, ça aussi. Souvent, dès que. T'avais même déjà reçu une offre de combat. Là. Tout était planifié. Je t'avais dit, on avait même enclenché un camp. Puis. C'était vraiment sur le bord d'arriver, là. Ouais, je m'en allais au Saguenay dans une espèce de truc. Pas gants d'or, mais un peu amateur. Puis c'était des matchs. C'était caritatif, non? Ouais, c'était caritatif. Puis tu sais, c'est garde des rondes de 2 minutes, puis tout le kit. Puis j'ai choqué finalement parce que j'y allais, parce que je voulais vivre un camp en me disant, oh yes. Une raison, là. Tu ne veux pas juste t'entraîner pour t'entraîner. Là. Non, tu sais, c'est ça. Puis je trouvais ça loin. 4 heures aller, 4 heures venir, si jamais ça va pas bien. J'étais comme, si c'est loin de se faire démonter. Si ça avait été à Montréal, je l'aurais fait. Ou si j'habitais au Saguenay, je l'aurais fait. En me disant, mon mindset, si je dis c'est fini, tu sais. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui je le filais pas, fait que je suis pas allé. Mais puis je mets plus de story de moi qui fait de la boxe. Parce que là, il y a toujours Mario Tessier qui m'écrit « Quand est-ce que tu viens de battre? » Et puis Mario, il veut vraiment faire un. Puis je fais comme « Mario, tu vas me démonter. T'es un ex-militaire. J'ai 60 ans, Big. Je m'en fous que t'aies 60 ans. Dude, ça n'a pas rapport, man. » Puis c'était contre qui que t'allais boxer au Saguenay? Un gars que je connais pas, un gars de construction. OK, c'était pas je pensais. Non. Un autre humoriste. Mais là, il y en a quand même pas mal là, qui en font. Là, moi, j'avais déjà reçu un appel d'une compagnie de promotion québécoise qui voulait faire Mario Tessier contre toi au casino. Puis là, j'étais comme, ben non. Phil, il fait ça pour l'idée à Mario. Il fait ça pour le plaisir. Là. Il veut pas. À ce stade-là, t'avais même pas encore en tête de faire un combat. Non, là. exact. Puis, mais là, quand parce que là, honnêtement, j'en ai pas fait depuis septembre. Parce que là, tout l'été, je me suis entraîné avec Thomas Chabot, parce qu'il pouvait pas boxer. Fait que là, à cause de son accident au bicep, puis là, il m'a dit, écoute, là, on va comme breaker parce qu'il dit, il faut que je me concentre sur ce que je veux faire. Puis, yes, pas de trouble. Puis, là, c'est ça, j'ai suivi son retour, mais tu sais... mais c'est ça, mais... OK, prochaine question. Ouais. On parlait de faire un combat de boxe. Ouais. Si tu avais eu à faire ton combat de boxe, il y a tout le temps l'entrée des boxeurs là, qui est faite là, avec une chanson. Là. Toi, c'est quoi quelle chanson tu prendrais? Je trouve ça tough, cette question-là, parce que je trouve que ça dépend du... C'est sûr que ça serait un truc de gros rap. Là, ça serait sûrement genre... je sais pas, là, genre, peut-être genre Many Men, genre de 50 Cent. Ouais. Mais ouais, je voudrais rentrer avec une grosse bass, de quoi de méchant, là, de quoi de lourd, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis en termes de boxe, maintenant, tu es rendu un amateur de boxe, tu suis ça un petit peu plus. As-tu des boxeurs préférés? Il y a des fois, on s'attache parce qu'on les a vus dans le gym. D'autres fois, on les voit à la télé puis on est comme, oh my God, ce gars-là, c'est incroyable. Je suis toutes les... Dès qu'Mbili c'est une carte, c'est sûr que je réponds présent. Je le trouve tellement bon, je le trouve fucking technique et à la fois... moi, c'est l'acharnement. Ouais, mais c'est que ces combats sont le fun. Là. Ah, ils sont tous le fun. Comme tu dis, il y a une technique incroyable, sauf que la cloche sonne, puis tu sais qu'il y a de l'action. Là. Son combat, c'est ce qui était sur Netflix. Là. Avec Lester Martinez. Il est parti là, comme un prédateur dessus. Ça a été
une guerre du début jusqu'à la fin. Puis ça va sûrement être le combat de l'année en 2025. Là, c'était une guerre de fou. Il n'y a pas tant de tâtons de comme on... Non, c'est garde, man, on est là, puis ça va être ça. Fait que, ouais, je trouve que lui, en ce moment, c'est vraiment... C'est ton boy. Ah, c'est comme mon boy. Ouais. Good. Maintenant, oui? Non, mais moi, j'avais juste avant qu'on change de sujet, je me mets parce que tu sais, t'es un boxeur, si on veut, mais si t'étais un coach avec ton expérience dans le monde de la boxe, ton expérience dans le monde de l'humour, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un kid là, qui commence? Conseil de vie plus que conseil de boxe, là. Pas nécessairement le jab, mais quelque chose. Moi, je trouve que le step by step est méga, méga important. Puis je me suis entraîné, puis je me suis fait entraîner par des gens qui veulent faire ça professionnellement. Puis j'avais parlé à un moment donné avec Marie-Ève Dicker pour lui dire, tu penses quoi, toi, des gens qui veulent devenir pro, qui s'achètent un peu des combats, tu vas aller au Mexique, tu vas aller dans... Puis elle avait fait, ça peut être bon, mais des fois, j'ai envie de poser la question de, avant d'aller t'acheter une carte, est-ce que tu as envie de te poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une carte de disponible ici? Puis est-ce qu'il y en a une qui te pend au bout du nez dans 6 mois, dans 1 an? Tu as tout le temps que tu... Pas tout le temps que tu veux, bien évidemment, mais tu as pas mal plus de temps avant ton premier combat que tu auras tant de ton premier puis ton deuxième. Il est là le temps qui est important. Mais pour moi, le step by step de vouloir monter, puis ça a été long avant que tu me dises... Oui, OK, c'est bon, on va faire un sparring. Puis je l'ai demandé vraiment souvent, quand est-ce que je peux comme savoir c'est quoi un coup de poing, puis quand est-ce que... Puis tout le monde dans le gym, à toutes les fois que je disais ça, était comme, monte dans le ring, je vais t'en crisser une, tu vas voir. Mais, tu sais, puis on niaisait avec ça, mais sauf que ça a été long parce que c'est... Je veux que tu trouves ça le fun, je veux pas que tu abandonnes par après, je veux pas que tu te blesses. Puis pour moi, le step by step, puis il y a des fois où je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des boxeurs et des boxeuses. Pour moi, mettons, ce qui se passe avec Leila en ce moment, j'ai souvent envie de dire « about time ». Elle, je trouve que son step-by-step a été comme un peu lent parce que... Mais il y a aussi le fait que je l'ai vu aller vraiment souvent chez vous, puis après ça, je l'ai vu à Québec aussi. Mais sauf que j'ai toujours... Je sais pas, on dirait que... a tellement faim, puis ce qui est arrivé, ça avait des combats annulés, dernière minute, c'est tellement... Mais c'est ça, ouais, fait que moi, ça serait vraiment le step by step. Ça sert à rien, même dans un escalier, là, ça sert à rien de sauter les marches, t'arrives en haut essoufflé, hein. Fait que si tu y vas tranquille, tu vas arriver en haut, puis t'es prêt à monter le prochain étage. C'est la fable de La Fontaine. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bien vu. Ça serait ça. All right. Maintenant, on va faire un petit jeu. OK. Un round de boxe avec Philou. OK. All right. Je te pose une question. Ouais. Puis tu me réponds la première. Il va y avoir 2 affirmations, là, si on veut. Tu me réponds la première qui te vient en tête. OK, parfait. C'est bon? Oui. Comme monter sur une scène devant 100 000 personnes ou monter sur un ring devant 1000 personnes? Qu'est-ce qui est le plus fun? Tu dois en choisir un. Oh, snap. Je pense monter sur un ring devant 1000 personnes, je pense quand même que ça doit être un... Ouais. C'est quand même un petit but ici. OK. Ouais. Encaisser un jab de Beterbiev ou un roast de Mike Ward? Yo, un rose de Mike Ward. J'aurais pu mettre deuxième affirmation au choix, puis ça aurait été la deuxième. Mais honnêtement, puis tu sais, quand le monde parle de boxe, je fais comme la journée que tu vas entendre le son d'un coup de poing de Beterbiev qui rentre dans... Mais il a dit un jab quand même, c'est pas si... Ouais, mais quand même. Un jab de Beterbiev, c'est comme une droite de bain du monde. Ouais. J'ai jamais vu un gars frapper fort de moi. Non, c'est vrai qu'il est impressionnant. Ouais. Tu fais un combat, Freddie Roach dans ton coin ou Georges Larac? Écoute, je vais y aller avec la famille, je vais dire Georges. Tu connais-tu Freddie Roach? L'entraîneur de Pacquiao. Oui, exact. Là, je sais c'est qui de nom, sauf que je vais y aller avec dans les 2 cas, le plus probable, c'est Georges. Dernièrement, au casino, il y avait Wilkins Mathieu qui se battait. 3 rounds de boxe avec Wilkins Mathieu ou 1 heure de sparring verbal avec Mariana Maza.
Il y a un des deux que j'ai déjà fait. Je vais prendre le ronde de sparring juste pour comme. OK. Tantôt, je t'ai demandé ta chanson d'entrée sur le ring. Ouais. La chanson Eye of the Tiger, un classique, ou Les bébés, donne-moi ma chance? Ah, Chris, donne-moi ma chance, man. Le monde, mon adversaire serait déstabilisé de faire comme ah, je suis tombé amoureux de lui finalement. OK. Faire un gala d'humour, mais en mimant, ou être commentateur, analyste de boxe, mais sans être préparé? Ouh, non, par respect pour le sport, j'aimerais mieux mimer pendant 1 heure que de dire de la style marde devant du monde. Ouais. OK. Sauf que j'aimerais ça à un moment donné, tu sais, comme. On va t'inviter. Ouais. On va t'inviter à un gala de boxe, puis tu viendras au micro. Ouais. Mais ça fait une couple de fois en plus qu'on se dit que ça serait le fun. Devrait. Puis, ouais. Mais t'es un gars occupé. On va en reparler un petit peu plus tard. Prendre un conseil de vie de Tyson Fury. OK. Ou un cours de diction de Mike Tyson. C'est fucking chien. Conseil de vie de Tyson Fury. Je veux dire que il a quand même accompli des grandes choses, puis il a quand même une legacy qui se peut, je pense. All right. Mais il s'exprime pas si mal que ça. Mike Tyson, il a une voix aiguë, mais. Ouais. À part ça serait I don't know what you're thinking about. Moi, ma question, c'est tu dirais-tu dans sa face? Ouais, exactement. Hey, your language is off! Je cours encore vite. On n'est pas si pire. On n'est pas si pire. OK, dernier. Ne plus jamais faire de boxe ou ne plus jamais faire de snowboard? Ou ne plus jamais faire de boxe. J'aime trop le snow. J'en mange. Moi, quand l'hiver approche, je suis tellement content. Puis là, dans pas long, là, je vais comme tout cirer mes boards. Là, puis non, j'aime vraiment ça. Mais la boxe, quand je dis que je te trouve que c'est un des entraînements, c'est l'entraînement le plus complet que j'ai fait, c'est que le transfert de poids que la boxe demande me sert vraiment beaucoup dans le snow, vice-versa. Mais juste les pivots, juste comment tu te déplaces, ça m'a aidé au golf. Ça m'aide au pickleball, ça m'aide au badminton, ça m'aide dans un paquet d'affaires. Et tu fais plein de sports, là, de ce que je comprends. Ah, tous les jours. Tous les jours, c'est sûr que j'ai fait un sport. C'est impossible. Ouais. Super. Puis tu fais du snow dans quel coin? Là, je suis rendu dans le coin de Saint-Côme, mais toute ma vie, je l'ai passé à Sutton en Estrie. Ouais. Tu étais dans le sud, maintenant tu es rendu sur le nord. Maintenant, je suis rendu sur le nord, mais moi, j'ai enseigné le snow pendant des années. J'ai des chums qui vivent de ça, qui sont des pros. Ouais, Sébastien Toutant, entre autres, qui a gagné une médaille d'or aux Olympiques. Mais, ouais. Puis, c'est vrai, tu parlais de diction. Je me souviens des dernières fois qu'on s'est vus. On est au gym, puis je suis dans le ring, puis souvent, mettons, quand on voyait quelqu'un mettons, un boxeur professionnel qui rentrait, puis qu'on voyait qu'il ziotait plus le ring, on se tassait tout le temps, de faire on va laisser le ring aux gens qui. Puis à un moment donné, c'est Aslam Bek qui est là, puis qui dit ah non, tu peux rester, tu peux. Puis Aslam Bek, c'est. Ben moi, quand il parle, je comprends pas tout le temps. Puis là, à un moment donné, il fait juste dire « Don't mess with lion ». Là, je fais « Hein? » Qu'est-ce que c'est? « You don't play with, you mess with lion ». Puis là, je suis genre... Puis tu sais, le coup qui whine de même, tu sais. Puis là, j'y fais répéter. Puis là, il commence à... Là, il pense à niaise, là. Et puis là, Mané, il fait juste faire dire « You don't mess with lion ». Je fais « Ouais, mais non, man, c'est sûr qu'on messe pas avec le lion, man. » Ah non, c'est bon. Mais quand tu m'as parlé de diction, j'ai ri. J'ai fait comme... C'est pas qu'il y a une mauvaise diction, c'est juste... J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Puis pour elle, j'y ai fait répéter comme au moins 5 fois. J'ai rien compris, man. ça dans le gym, c'est vraiment drôle. Puis tu pourras même le remarquer à la télévision lors des combats. Tu sais, on entraîne du monde qui parle espagnol, du monde qui parle russe, du monde qui vient des Arméniens et qui viennent d'un peu partout. Marc Ramsey, lui, il parle tous les langages. Il parle anglais avec un accent. Il roule un peu les airs si c'est un espagnol. Il change un petit peu quelques mots. Mais remarque ça dans les coins. C'est assez impressionnant. Puis ce qui est le plus impressionnant, c'est que tous les gars, ils comprennent. Puis les mots sont pas... il dit pas mal les mêmes mots tout le temps à tous les gars. Là. Mais oui, c'est vrai que... From Montreal,
On va passer à un prochain segment. Oui. Un segment où on va débattre un petit peu. On va débattre d'un sujet chaud. Dans le monde de la boxe. Toi, tu suis la boxe depuis quelques années. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, on fait venir trop de ce que plusieurs appellent des faire-valoir pour mousser les fiches des boxeurs? Parce qu'il y a eu des gros débats là-dessus. Il est dans sa chaise. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. En tant que promoteur, je suis vraiment en désaccord avec ce point-là. First of all, ça a toujours existé, là, dans le sens que depuis que la boxe a commencé, ça a toujours été une des pratiques qui ont existé. C'est comme ça tu dis au Québec, mais c'est comme ça sur la terre au complet. Puis je vais aller plus loin que ça. C'est comme ça dans tous les sports. Mm-hmm. Tu commences à jouer, là, on va faire la référence au hockey parce que les gens connaissent bien ça ici au Québec. Là. Quand tu fais ton saut chez les professionnels, il va toujours avoir des athlètes de très haut niveau, là, des exceptions. Là. Je pense à, mettons, Sidney Crosby, à 18 ans, il domine la Ligue. Mais en général, ils passent par la Ligue américaine, qui est considérée professionnelle, mais c'est des étapes. Là, ils vont pas tout de suite être avec l'élite. Là. Un boxeur professionnel qui fait le saut chez les professionnels, il peut pas tout de suite affronter... il peut pas se battre dans le championnat du monde right away. Là. Non. Il doit passer des étapes, se rendre, à s'améliorer, progresser, comprendre... Tu parlais des 2 minutes, des 3 minutes. Maintenant, c'est 3 minutes en boxe amateur aussi, mais dans le temps, c'était 2 minutes de la boxe amateur. De la boxe pro, c'était 3. Fait que, c'est tellement un apprentissage différent. C'est normal que les gars fassent je dis les gars, mais les gars et les filles, c'est normal que les athlètes aient une progression. Fait que, honnêtement, je vais me faire l'avocat du diable. All right? Vas-y. Le gars, il est sur l'équipe nationale. Oui. Là, ça, il a déjà fait un bon bout de chemin. Absolument. Il est rendu sur l'équipe nationale. Il va à l'international. Il a des victoires. Il va gagner les Jeux du Commonwealth ou il fait je sais pas moi, 9e au championnat du monde. Mais lui, là, depuis qu'il est sur l'équipe nationale, il affronte juste les meilleurs au monde. En boxe amateur, mais c'est quand même les meilleurs au monde. Puis là, tu t'en vas chez les professionnels, puis là, tu régresses. Là, tu repars, boum, puis là, tu régresses, puis là, tu prends des gars qui sont ordinaires. Oui, absolument, mais... Ouais, mais t'es pas dans la même ligue, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'es sur le premier trio quand tu joues dans le B, puis là, tu montes, puis là, t'es dans le 3A, puis là, tu fais comme, ouais, t'es peut-être le premier, t'es sur la première ligne quand t'es dans une lettre, mais quand tu tombes dans le 2 lettres, tu vas être dans le 4, même si t'as possiblement le talent de t'y rendre, mais de te commencer là, t'as pas peur qu'on te brûle tout de suite, tu sais. Puis encore là, tu dis, t'es sur l'équipe nationale, tu te bats contre les meilleurs de ta catégorie d'âge, même de ta catégorie d'âge, pas juste de poids, là. Tu sais. Mais chez les seniors, à partir du moment où tu as 18 ans, c'est 18 ans et plus, puis... il peut y avoir des gars de 30 ans aux Jeux olympiques qui ont décidé de jamais faire de saut chez les professionnels. Fait que l'âge est plus ou moins un facteur, mais ça reste que tu changes de ligue, là. Même si justement tu as brûlé la Ligue junior majeure du Québec, une fois que tu arrives dans la Ligue américaine, ça se peut que tu aies des croûtes à manger. C'est la même chose en boxe professionnelle. Là, même si les gars ont eu beaucoup de succès, c'est un nouveau sport. C'est un apprentissage, c'est des gants différents, pas de casse. Maintenant, c'est sûr que là, je parle de mon époque, puis l'époque actuelle a un peu changé, mais il y a tellement de différences entre le monde de la boxe amateur, olympique, puis le monde de la boxe professionnelle. Ça prend une adaptation, puis ça serait illogique de passer tout de suite dans des gros combats significatifs right away. Là. Non, je comprends, mais là, on parle de combats significatifs à faire valoir. Tu sais, il pourrait-tu y avoir une marge entre les deux? Des fois, là, c'est pas parce que les gars ont une fiche ordinaire que c'est les faire valoir. Là. Il faut faire attention aussi. Là, tu peux avoir un gars avec une fiche de 500 puis qui est vraiment très bon. C'est peut-être pas un gars qui a eu la chance de devenir champion du monde, qui le deviendra probablement pas. Mais il peut vraiment donner du trouble à ton jeune. Puis justement, c'est une question de voir comment il va progresser, comment il va dealer avec ça. Puis après ça, tranquillement, toutes les fois, on veut avoir une évolution, c'est sûr. Là-dessus, c'est sûr. Là, tu parlais d'un gars avec une fiche de 500. Floyd Mayweather avait déjà dit que Emmanuel Augustus, qui avait une fiche à peu près de 500, a été un de ses adversaires les plus durs en carrière. Il y a des gars comme Gabe Rosado qui arrivent tout le temps à faire des upsets.
c'est un gars qui est tough, mais il gagne pas nécessairement tout le temps contre les meilleurs, mais une fois de temps en temps, il arrive à en surprendre. Dashon Johnson, Von Alexander, il y en a plusieurs comme ça, des gars. À l'inverse, il y a des gars qui ont eu des parcours amateurs incroyables, qui ont été champions olympiques, puis qui ont brûlé les étapes, puis ça n'a pas fonctionné. Là. Tu sais, qui ont voulu aller se battre en championnat du monde. Là. Je sais que tu sais où je m'en vais avec ça. Il y a un gars qui s'appelle Vassil Lomachenko, je ne sais pas si tu le connais. Il y a un double médaille d'or aux Jeux olympiques. À son deuxième combat, je pense. Attends, mais pas juste ça. Chez les amateurs, 396 victoires, une défaite, qui a vengé 2 fois. OK? 2 médailles olympiques, mais multiples champions du monde. Un gars vraiment un des meilleurs. Qu'est-ce qui explique que son saut chez les pros a été aussi désastreux? Ça n'a pas été désastreux. Il a eu une très belle carrière, mais il est allé trop vite. Il s'est battu en championnat du monde à son 2e ou 3e combat. 2e. Okay. Puis il a perdu. Contre Orlando Salido. Mais tu sais, ça là-dessus, il a perdu. Les 3 combats que Lomachenko a perdu, c'est discutable. Dans le sens où il y en a qui l'ont pas vu comme ça. Tu sais, tantôt, tu disais que Sam, il veut faire de toi un beau petit technicien, puis même, il veut faire de toi un bagarreur. Là. Sam, tu sais, Lomachenko, c'est le prototype exact que Sam adore. Il est incroyable. Là, je le lâchale avec ça un peu. Là. Il est vraiment... C'est un boxeur de... Il n'y en a pas souvent des gars comme ça. Mais il s'est retiré avec une fiche de 16 victoires, 3 défaites. Mais pas de ceinture. Non, il a été champion du monde. Mais tu sais, 16-3, c'est pas... Non. Ça laisse... Quand tu connais pas son background, tu dis, t'as mangé 16-3, il doit pas être si 16-3, bon que ça. mais 15 combats de championnat... 16-3, 18 combats de championnat du monde. Tous ces combats, à part son premier, c'est des combats de championnat du monde. Fait que, tu sais... Ah ouais, c'est fou. C'est fou. C'est quand même... C'est un prodige, c'est sûr. Ouais. Mais on aurait peut-être pu... On a beaucoup chialé contre Floyd Mayweather qui faisait un petit peu trop de... Il choisissait un petit peu trop. Peut-être que Vassil Lomachenko, lui, il a peut-être pas assez choisi. Ouais. Mais moi, tu vois, je suis d'accord avec en début de carrière, tu choisis. Puis moi, je suis là-dedans présentement. OK? J'ai des athlètes qui sont en début de carrière, puis j'en ai d'autres qu'on a atteint un certain stade. Moi, avec certains athlètes, je suis comme... Je veux aller chercher, prochain combat, je vais aller chercher un gaucher. Prochain combat, je vais aller chercher un gars qui met de la pression. Prochain combat, je vais aller chercher... Pour que mon boxeur ait un bagage complet, quand il arrive dans des combats, justement, comme on disait, plus significatifs. OK? Puis c'est là que ça devient intéressant de pouvoir, d'avoir un promoteur qui va être capable de réaliser ça. Ouais. 2, de donner les outils à ton boxeur pour que quand tu arrives à des combats significatifs, il les ait. Puis là, une fois que tu es rendu au combat significatif, là, moi... Rendu là, je dis plus non à personne. Ah non, mais ça, c'est personne dit... c'est surprenant. Même juste au Québec, le nombre de personnes qui disent non... Mais c'est pas des combats si significatifs que ça, parce que sinon, ils diraient oui, là. Quand, tu sais, à the end of the day, là, je me rappelle, dans les années 80, Mike Tyson, tout le monde voulait boxer contre Mike Tyson. Pourtant, c'est le gars le plus dangereux sur la Terre à cette époque-là. Mais en 89, tu faisais 2 millions pour boxer contre Mike Tyson. Le monde disait oui, automatique. C'est la même chose un peu encore aujourd'hui. Je te donne 2 Québécois... Puis là, tu leur dis, les gars, voulez-vous vous battre? Là, ils disent non parce qu'on se connaît. Puis non. Non, mais OK, la réalité, c'est qu'il y en a un qui va pas boxer pendant 8 mois ou 1 an encore parce qu'il n'a pas pris ce combat-là. Non, mais en général, si le combat n'a pas lieu, c'est parce que les termes financiers intéressent pas un des 2 boxeurs. Parce que sinon, ils diraient oui. Là. Oui, tu as raison. Ceci étant dit, je suis Québécois. OK? On va m'offrir 4 000 $ pour me battre contre un Mexicain, je vais dire oui. On va m'offrir 8 000 ou 6 000 $ pour me battre contre un Québécois, puis je vais dire non. Pourquoi je dis non à un Québécois? Je suis mieux payé que ce que j'aurais fait là. Ouais. Là, tu es comme, mais c'est parce que c'est un gars que je connais. Mais là, tu sais, ça vaut-tu 2000 $ de plus? Si t'es... Est-ce que l'autre boxeur québécois t'avantage ou te désavantage par rapport à l'autre match que tu te fais offrir, tu sais? Généralement, c'est sensiblement la même chose, là, tu sais. C'est juste le monde... Puis c'est là que ça devient de plus en plus difficile d'avoir des combats locaux. C'est que les gars, comme c'est un petit monde, la boxe, soit ça se connaît un petit peu, ou soit ça a peur de perdre contre quelqu'un d'ici. Mais moi, là, tu me donnes le choix entre mon boxeur qui boxe contre un autre Québécois ou contre quelqu'un de l'extérieur. J'aimerais mieux que mon boxeur il boxe contre quelqu'un du Québec puis que ça soit local puis que si on perd, là, au moins ça va être quelqu'un d'ici qui va avoir
qui va être capable de mettre du pain sur sa planche, sur sa table. Je vais être content pour lui. Je vais être déçu parce que c'est mon gars, il a perdu. Là, mais pourquoi faire venir quelqu'un de l'extérieur quand on a des ressources ici? Fait que là, après, c'est une question de calibre, c'est une question de guts. On voit ça de moins en moins. J'ai une question par rapport aux défaites. Oui. Tu sais, des fois, tu vas voir des trucs après une game de hockey, le coach rentre, puis là, il est fru de la défaite, tu sais. Puis dans un combat de boxe, tu sais, pour avoir été autant sur le ring qu'en arrière, dans vos deux cas, ton boxeur, ça n'a pas été son combat. Il a fait un paquet d'erreurs. Tu rentres-tu tout de suite après, puis tu sais, comme... Tu y dis tout de suite ou tu fais on va attendre une semaine que tu te remettes ça dépend des athlètes là. Mais c'est un boxeur qui perd, c'est une mauvaise, tu sais, qui gagne puis qui a fait une mauvaise performance, là tu peux te permettre de rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Tu le chicanes le son en main? Tu peux, s'il a gagné. Okay. C'est juste que tu boxes là, un match de hockey, là, tu boxes, tu joues au hockey, puis même si tu perds 2 jours après, des fois c'est 24 heures, 48 heures max. Tu rembarques sur la glace, puis tu peux l'effacer. Ouais. Un combat de boxe, c'est peut-être ton dernier. À toutes les fois que tu montes. Fait que il y a tellement, tu mises tellement gros à chaque fois. C'est ta vie, pratiquement, c'est ta carrière au complet. Ouais. On dit toujours, c'est mon combat le plus important. Puis c'est pas vraiment faux parce que souvent, les gars, mais les athlètes, s'ils perdent, c'est la fin. Ça arrive. On est toujours pas mal à une défaite que tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Fait que c'est difficile un peu de, mettons, un gars justement qui l'échappe puis de rentrer dedans. Puis d'y donner de la merde, là, parce que justement, c'est peut-être fini. Là. OK. Moi, où je suis un petit peu moins en accord avec Antonin, tu vois, un gars comme Antonin, s'il y avait une défaite, il était bien plus fâché, déçu, tout ça. Peu importe qu'est-ce qu'on aurait pu dire, pour lui, là, c'était comme... Il venait d'investir genre 6 mois de sa vie là, intensément, puis là, il avait perdu. Fait il savait. Peu importe la raison de ta défaite, tu finissais après une défaite fâché? Ouais, c'est arrivé 2 fois, ça, une chance. Non, mais parce que... arrivé 3 fois. Non, mais parce qu'il donnait tout. Il coupait pas les coins ronds. Il faisait tout à la lettre, puis il en faisait même plus, tu sais. Mais c'est parce que c'est une opportunité, là. C'est qu'à toutes les fois que tu boxes, oui, tu veux gagner, mais ta bourse est assurée. Tu sais, des fois, le monde ne sont pas trop sûrs. Tu fais plus, tu gagnes, ça change ta bourse, ton contrat est déjà réglé avant le combat, mais c'est juste que une victoire, ça t'amène ailleurs. Une défaite, ça te fait régresser. C'est un autre parcours. Il faut que tu regagnes 3-4 combats avant de réavoir des combats payants. Okay. Fait que tu sais, il y a tellement on the line que quand tu perds, ton rêve s'écrase un peu. C'est l'enfer. Ouais. OK. Mais tu vois, des fois, il y a des gars que mettons, tu peux entraîner. Puis eux, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans leur tête, puis ça leur tente pas d'être là, puis ils vont juste encaisser le chèque. Puis toi, là, t'as tout donné, puis là, t'as poussé, puis là, après ça, il arrive, puis là, il show up pas. Il est pas là. Il s'écrase, puis toi, tu y as mis ton cœur, puis t'as sa santé entre les mains, là, tu sais, puis lui, il arrive là, puis il veut pas. Ouais, mais justement, tu penses pas qu'un gars qui choke comme ça, qui a plus le goût, qui veut pas, c'est presque de la santé, c'est un problème de santé mentale. Il arrive quelque chose pendant le combat, il se fait frapper, puis il s'écrase, là, il a plus le goût. Là, parce que tu peux pas t'entraîner pendant 3-4 mois pour un combat, puis juste plus avoir envie. Là. Des fois, les gars, ils deviennent trop confortables. Ils ont fait un peu d'argent, là, puis après ça, ils reviennent. Puis là, je vais te donner un exemple. OK? Andy Ruiz, il était allé se battre contre Anthony Joshua. Il a été appelé à la dernière minute. Il était en préparation d'un combat. Il venait de battre un gars. Il était en préparation pour un autre combat. Il l'appelle. Il s'en va se battre contre Anthony Joshua. Il cause la surprise. Il met KO Anthony Joshua. Personne de l'équipe à Joshua s'attendait à ça. Ça a été une certaine surprise dans le monde de la boxe pour ceux qui ne connaissaient pas tant ça. Mais là, lui, une fois qu'il a gagné, il est devenu millionnaire. Puis là, il y avait un rematch avec Joshua qui lui rapportait encore plus d'argent. Mais lui, là, l'espèce de hype qu'il a eu, puis tout, là, il a arrêté de s'entraîner, il est sorti, il a fait la fête, il se faisait reconnaître, plein de publicités, plein de ci, plein de ça. Il avait plus faim, il avait plus le goût d'être là. Mais après ça, il est allé... C'est un bon point, mais c'est des situations... En général, les gars en mettent tellement...
c'est toute leur vie qu'ils mettent en jeu. Là. Fait que, ils sont anéantis en cas de défaite. Mais t'as raison, il y a des situations comme ça. Là, je pense, là, tu parlais de celle-là, puis je pensais à. Il y a un gars qui s'appelle Berlanga qui s'est battu contre Canelo récemment. Ouais. Il a perdu son combat. Ouais. Puis il est parti sur un Celebrity Tour C'est une bonne débarque. pendant 3 semaines, juste parce qu'il s'est pas fait knocker. Il a perdu, mais par décision. C'était comme l'euphorie. Là. Il sortait d'un club, c'était le gros party pendant 3 semaines. Parce que justement, il a fait, je sais pas, 10-12 millions pour ce combat-là. Fait qu'il était de bonne humeur. Là, la défaite était plus facile à encaisser, mettons. Ouais, c'est sûr que. C'est ça, moi je pense que ça dépend de la défaite, mais tantôt ce que tu disais sur quelqu'un qui met 3 mois, 6 mois de sa vie à vouloir se préparer dans son camp pour arriver à un match, puis qui abandonne en plein milieu, ça se peut-tu aussi qu'il fasse il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour moi là, dans ce combat-là. Je vais me faire défoncer. Là, j'ai 2 choix. Là, je l'encaisse jusqu'au bout ou je l'abandonne. Tu comprends? Fait que des fois, ça arrive là, dans plein de sphères de ta vie là, que t'avais un hype, puis là, exact, t'es complètement dépassé par ce qui se passe, puis tu fais ah shit, man, s'il n'y a rien que je peux faire. Oui, mais c'est ça un peu la boxe. Oui. Puis tu sais, si tu démontres ça, si tu lâches le prochain combat, comme je te parlais, là, il y en a plein là, des gars qui ont perdu puis ça les a pas mis dans une mauvaise situation parce que justement, ils ont montré du guts, ils ont montré ils ont tellement démontré du vouloir, ils se sont battus. Le monde, ils finissent puis ils se disent, regarde, t'étais pas aussi bon que ton adversaire. C'était Shakur, là, il a boxé récemment. Ouais, il y avait Shakur Stevenson, un champion vraiment talentueux. Il a boxé contre Josh Padley en Arabie Saoudite il n'y a pas tellement longtemps, puis c'était un combat de 1 minute. Padley s'est fait arrêter en 5-6 rounds, mais les 5-6 rounds qui étaient là, il a offert une belle performance. Là. Tout le monde était surpris. Puis il a été. Je pense que c'était comme le 8e round, mais il est allé souvent sur les fesses, il s'est relevé, il a démontré du cœur, tout ça. Personne n'y en a voulu, au contraire. Non, tout le monde a dit hey, félicitations, man. Puis lui, son nom a repris de la valeur, en fait, a pris de la valeur parce qu'il a été sur une grosse scène, parce qu'il s'est battu contre un des meilleurs au monde, puis parce qu'il a démontré beaucoup de cœur. Il avait boxé d'ailleurs Padley en sous-carte d'Arslanbek Makhmoudov quand on est allé en Angleterre. Dans un combat plus difficile. Le combat en Angleterre, je me souviens. Tu parles de combat, on va changer un peu de sujet. On passe maintenant sur les actualités de la boxe. Ce qui s'en vient. En fait, ce qui s'en vient, on va parler de ce qui s'est passé la fin de semaine passée. Toi, malheureusement, tu n'as pas été en mesure de voir le show, mais tu as vu les highlights. J'ai vu les highlights, oui. Y en a-tu qui t'ont frappé ou des choses que tu dis, hey, ce combat-là, j'aurais aimé ça le voir? Écoute, là, j'ai Tu connais Tom, ça fait que tu t'es dit, c'est sûr que là, c'est ça, Tom, j'ai trouvé ça dommage, mais sauf que j'ai aimé de la manière qu'il a eu l'air de prendre ça, de se dire comme, hey, c'est la vie, puis je remonte, puis un peu comme tu t'expliquais, de dire, j'abandonne pas ça, puis je veux reprendre. C'est un bel exemple. Je voyais tout de suite, là, encore ce matin, là, il retourne dans le gym, puis il est comme, je sais que c'est quelqu'un qui se donne, puis pour le connaître un peu, je le sais qu'est-ce qui le motive à vouloir faire de la boxe, puis ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, là. Ça vaut plus qu'une fiche. Là, J'y souhaite la fiche à la hauteur de sa motivation. Pour les auditeurs qui sont pas au courant, Thomas, dans le fond, il affrontait un gars de Vancouver, BC. Puis ça allait pas super bien son combat. Il est allé sur les fesses, puis il a pensé abandonner à un moment donné parce qu'il voyait pas comment il pouvait gagner le combat. En fait, c'est parce qu'il est allé sur les fesses 2 fois. Exact. Quand tu vas 2 fois sur les fesses, la différence de pointage est tellement grande. Très difficile. Exact. C'est presque impossible, à moins de gagner par knockout. Il se disait, ça va être dur de revenir sur la carte des juges. Puis il a pensé éventuellement peut-être à abandonner. Puis tout de suite, il a snap back in, puis il a fini en force. Il a même gagné un des derniers rounds. Fait que ça montre justement qu'il va pas abandonner. Là. C'est le genre de gars que tu peux bâtir quelque chose, tu peux avoir confiance en lui. Là. Tu sais qu'il va aller jusqu'au bout. Là. Premier combat de la soirée, Eric Israelian. J'étais dans son coin. Ça n'a pas été le combat que j'aurais souhaité. Il a gagné une décision partagée aux yeux des juges. Eric avait fait ça.
la majeure partie de son camp d'entraînement. Bon, En c'est Arménie. le coach qui il essaie de se C'est pas la laver les même mains. Là. attitude, là. Il a manqué un peu de jus, mais c'est parce qu'il s'entraînait pas à Montréal. Il est arrivé 10 jours avant son combat pour ce combat-là. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas d'accord avec la décision. Et écoutez-moi ce que j'ai envie de dire. J'ai contacté le matchmaker de Eye of the Tiger, Jordan Mathieu, qui a fait un super travail pour ce gala-là. Ben, pour tous les autres d'ailleurs aussi, là, mais particulièrement pour ce gala-là. Puis j'ai dit, je veux le même gars dans 2 combats pour un combat de 6 rounds, puis on va faire ça. Fait que Jordan a dit, OK, on va en parler avec l'équipe d'Eye of the Tiger, puis probablement qu'on va refaire ça. Donc, on va essayer de mettre les pendules à l'heure, ceux qui ont vu ça de l'autre C'est bord. drôle parce que là, tu parles d'Éric Israélian. J'ai eu un message aujourd'hui, je ne sais pas si tu te rappelles d'un ancien de nos boxeurs qui est retourné boxer en Russie. Ça fait 2 ans qu'il est inactif. Adranik Grigorian, il m'a écrit qu'il voulait... Il voulait se battre avec lui. Il m'a écrit aussi. Il m'a dit, c'est quoi le numéro de Camille? Si je bats les Israéliennes, je veux un contrat, là. Fait que bon, ça a été le premier. Le deuxième, Thomas Chabot contre Logan Cloutier. Deux Canadiens invaincus qui se sont affrontés. Cloutier, je savais moi, que ça allait être un combat difficile. Je l'avais vu en camp d'entraînement avec l'équipe nationale l'an passé, je pense, ou il y a 2 ans. C'est un gars qui est tough, qui lance un gros volume de coups. Je savais pas s'il allait être capable. Je savais pas s'il allait être capable de soutenir, en fait, de la pression. Ouais, la pression de Thomas. Thomas, c'est un gars qui a un gros volume de coups, qui met beaucoup de pression et tout. Puis sur un 8 rounds, là, ça. Je pense que le fait qu'il a fait mal à Thomas, ça a un peu brisé l'espèce de pression que Thomas est habitué de faire. Mais regarde, je veux rien lui enlever. Là. Il a fait une belle performance. Absolument. On espère que Thomas va revenir bientôt en action, puisque c'est un gars qu'on aime tout le temps voir. Le combat suivant, c'était Chris Guerrero. Chris Guerrero, hein? Il était dans un combat, un très bon combat qui lui a permis d'aller chercher de l'expérience, de faire des rondes. Il a fait 10 rondes. Il a défendu son titre nord-américain. Il a bien fait, mais trouves-tu que je pensais peut-être qu'il avait mal à une main. Je trouve qu'il lançait pas autant qu'il aurait pu lancer. Là, parce que toutes les fois qu'il laissait ses mains aller, il faisait mal, mais on dirait qu'il se retenait. Là, je sais pas exactement ce que... Moi, je pense que Chris, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la contre-attaque. 2 contre-attaquants. Puis comme c'était 2 contre-attaquants, ben là, ça attendait, puis il lançait pas autant. Puis quand Giuseppe, son entraîneur, lui disait d'y aller... Été lancés, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, les deux, c'était 2 joueurs d'échecs. Ils ont oublié de s'attaquer. Placer un pion, reculer le pion. C'est ça. Ouais. Fait que, écoute, un beau combat d'expérience. On parle d'un combat d'expérience pour Chris, mais pour l'entraîneur Giuseppe Moffa, ça a été aussi toute une soirée d'expérience. Il y avait Thomas Chabot, il y avait Chris Guerrero, puis il y avait Wilkins Mathieu la même soirée. Un jeune entraîneur fait un super travail. Je le côtoie régulièrement dans le gym. Giuseppe Moffa, ça va être un nom à retenir. Il est encore dans la vingtaine, puis il y a déjà 3 gars qui font leur chemin chez les professionnels. Hats off. Combat suivant, Mehmet Nadir Unal. Tu te souviens de Mehmet? Mais oui, je me souviens de Mehmet. Mehmet et son fameux shadow, parce que quand tu le vois la première fois... Là, c'est spécial. Ouais. C'est pas le plus grand technicien, non. Mais tabarnouche, il livre la marchandise combat après combat. C'est surprenant. Là, l'adversaire contre qui il boxait, il avait fait la limite contre Anthony Yarde. C'est un gars qui est... supposé être vraiment très résistant, puis ça a duré 45 secondes environ. Là, non, ouais. Mehmet est parti après. Je pense que les Blue Jays auraient aimé ça l'avoir dans leur équipe cette soirée-là parce qu'ils swingaient pour la clôture. Là. Ouais. Ben, finalement, ça a fonctionné. À la fin du combat, je pense que c'est Camille qui a dit ça. Il dit, c'est la première fois que je vois un gars se faire frapper à la tête puis qu'il se casse une jambe. Faut que ça résonne pareil. Le gars, il est tombé un peu. La manière qu'il est tombé, il s'est comme plié le genou. Il s'est blessé. Là. Il s'est relevé. Mais avec l'adrénaline, il était comme je peux continuer. Puis... Mais quand il a essayé de marcher un peu, son genou a lâché. Là. Ah ouais, bon. Fait que, après ça, là, on tombait dans la partie comme plus croustillante où avec la première partie, c'était comme des adversaires de développement. Puis la deuxième partie, c'était comme là, c'est. Plus établi. On passe, ouais. Fait qu'il y avait Arthur Biarslanov contre Sergei Lépinets. Ouais. J'étais content, somme toute, là, de l'expérience que Arthur va aller chercher dans un combat comme ça. Moi, j'étais très content. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'il s'en débarrasse. Mais il a bien commencé. Il a fait mal à Lépinette.
Il était gelé sur ses jambes au 4e round environ. Souvent, en fait. Là. Quand il est parti au 5e, s'il avait voulu vraiment s'en débarrasser, je pense au début du 5e round, peut-être que je me trompe les rounds, là, mais il a fini un round puis il est revenu. Il n'y avait plus de jambes. Là, il était vraiment prêt, mais je pense qu'il l'a peut-être pas vu sur le coup. Des fois, nous, assis à l'extérieur, ça a l'air. Hey, vas-y, ouvre la machine. Mais c'est plus dur. On a vraiment une vue d'ensemble un coup que t'es dedans, c'est plus une vision de tunnel de faire comme. Puis souvent, t'as un plan en tête, là. Puis je dis ça comme si je me battais, mais souvent, je trouve que les boxeurs ont un plan en tête, puis après ça, t'as 2 options. T'imposes ton plan ou t'adaptes ton plan en fonction de l'autre, tu sais. Fait que. Exactement. Puis il y a des impondérables, là, parce que, tu sais, mettons, le gars, il avait l'air vraiment fatigué. J'avais l'impression que Arthur pouvait s'en débarrasser, mais, tu sais. Le gars, il cognait. Exact. Il faut que tu gardes en tête que quand il frappe en temps. Fait que c'est à toutes les fois que tu rentres pour essayer de le finir, il faut que tu vas peut-être te faire frapper. Là, puis des fois, tu dis, ça vaut-tu vraiment un peu, c'est ça. Là, Fait que un bon combat d'expérience, c'est seulement les meilleurs boxeurs au monde arrivaient à battre ce gars-là. T'sais, tantôt, on parlait des gars avec des fiches plutôt ordinaires, mais que c'est des bons boxeurs. Ben, Lépinette, c'est ça. C'est un ancien champion du monde. Il a battu des anciens champions du monde avec, en mettant encore Lamont Peterson. Puis, il a fait des belles performances. Puis ses seules défaites, c'est contre des champions du monde ou des champions... Mais j'étais excité parce que quand il a failli passer une knockout au 4e, 5e, ça aurait été plus rapide que Jerome Ennis puis que Adam Aziz aussi. Finalement, ça s'est avéré une décision, mais c'était une belle performance. En demi-finale, on avait le choc que tout le monde attendait. Wilkins Mathieu contre Shaquille Finn. On en avait même débattu un peu avec Antonin. Antonin, il disait, tu sais, on va regarder si c'est pas trop tôt dans la carrière de Wilkins Mathieu, pour d'aller affronter un gars comme Shaquille Finn. Puis on l'a eu vraiment. Il a offert une super performance. Il a fait, non seulement il a gagné, c'était beau aussi. Il a bien fait ça, c'était sharp, il était impressionnant, il laissait ses mains aller. C'était vraiment une performance parfaite. Encore une fois, un peu comme Arthur Biaslanov, ça aurait été le fun, il s'en débarrasse avant la limite. Il l'a envoyé au tapis. Très proche. Première fois, c'est la 2e fois de sa carrière. Je pensais que c'est la première fois, mais il disait qu'il était allé sur les fesses contre un gars en début de carrière qui avait gagné, il s'était relevé, il avait gagné le combat. Ça n'a pas assez proche. Je l'ai senti à quelques occasions. Mais c'est pas mauvais non plus parce qu'à la fin, Shaquille est revenu. Il a quand même été capable de placer certains coups de puissance. Puis Wilkins a bien réagi. Fait que c'est le fun aussi de voir ça. Là. C'est justement dans l'espèce de progression qu'on a besoin. Là. Tantôt, je disais que un gars pourrait pas se battre en championnat du monde right away. Mais justement, là, le bagage que Wilkins est allé chercher contre Shaq, ça va vraiment lui permettre de progresser. À un moment donné, Wilkins a fait mal à Shaq. C'était à la fin d'un round. Shaq est revenu dans le coin. Il a repris ses sens. Puis après ça, le round d'après, Wilkins a essayé de le finir. Mais Shaq était tout à fait revenu. Il a essayé trop tôt. Trop longtemps. Exact. C'était un petit peu une mauvaise... Donc, il est allé chercher de l'expérience. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais mal à un vétéran que tu peux le finir tout de suite. Là. Il va falloir que tu places tes pions comme il faut. Là. Justement, on parlait d'échecs. Puis le combat final, c'était Mary Spencer contre Michaela Mayer. Michaela Mayer, une Américaine, championne du monde dans plusieurs divisions. Ça n'a pas été du côté de la boxeuse canadienne. On n'était pas, on le savait que ça allait être un combat quand même compliqué. Il y avait certains points qui nous avantageaient. Le fait que Mary était plus grande, plus forte, plus grosse. Par contre, le niveau de l'intensité de Michaela Myers, on savait que dans un petit ring comme le Casino, si on n'est pas capable d'y faire mal, ça serait problématique éventuellement. C'est un peu ça qui est arrivé. Mary connectait avec des coups en puissance à chaque ronde, mais ça n'avait pas de l'air de déranger Michaela. Puis pourtant, Mary a cogne, là, tu sais. Fait que le volume a eu raison des coups de puissance, si on veut. C'était un combat de 10 rounds. Après 5 rounds, c'était 3-2 pour Michaela Myers. Fait que c'était encore très réaliste de penser que Mary allait pouvoir remporter le combat. Mais je pense que les 5 derniers rounds ont été plus exactement, on les a. Fait que je pense que le score, c'était pas mal ça, là, 8-2 dans un 10 rounds. Mais donc, on a eu relativement un bon départ. Malheureusement, ce que j'avais peur, là, c'est que l'énergie commence à diminuer puis que Michaela Myers mette trop de pression. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Mais regarde,
c'est le plus grand combat de l'histoire féminine jamais présenté au Québec. C'était un grand combat, c'était un bon combat aussi. Les fans ont été vraiment servis. Fait que tu parles c'est ça. Grand combat, moi je dirais grande carte de boxe. C'est une carte en profondeur avec beaucoup de rondes, beaucoup d'action. Il n'y avait pas un combat là-dedans que j'ai trouvé plate. Vraiment, chapeau Jordan Mathieu, chapeau à l'équipe de Eye of the Tiger pour cette carte-là. Maintenant, il va falloir en faire des cartes avec autant de profondeur, mais dans un amphithéâtre, comme Russ le mentionnait la semaine passée, plus grand, où on peut aller chercher du 2, 3, 4, 5 000 personnes là, pour vraiment que tous les fans puissent vivre l'expérience d'être là sur place. C'est lequel l'amphithéâtre à Montréal dont tu parles, où tu dis, ou au Québec, en fait, là, c'est pas obligé d'être à Montréal, où tu dis, il faudrait que ça soit tout le temps à cet endroit-là? Il n'y en a pas vraiment. Non. Selon les événements, tu sais... je pense que le Théâtre Saint-Denis pourrait être intéressant parce que tu peux aller chercher proche de 2000 personnes. La TAU est toujours le fun parce que c'est en cercle, c'est très à pic. Tu as une bonne vue partout, mais pour les infrastructures puis tout, c'est un peu plus compliqué pour les équipes de promotion d'aller là-bas. Okay. La Place Belle. Le centre Vidéotron, j'aime vraiment c'est ça, incroyable. moi aussi. Ça dépend. C'est sûr que c'est un peu plus grand, mais il y a moyen de faire une configuration quand même spectacle. Là. On peut rentrer, quand on est 6-7, on était 10 000 quand il y avait eu Beterbiev puis Mbili en demi-finale. Fait que il y a moyen d'avoir des une configuration configuration dans des grands amphithéâtres, mais il n'y a pas de une place de 3-4 000 personnes. Il n'y en a pas. Ah, peut-être que tu pourrais nous donner une idée. Là. Il y a une place de spectacle. Albert Rousseau, ça serait-tu pas pire? Parce que je sais que les humoristes, vous adorez ça, aller là-bas. C'est la plus belle salle, mais je vois pas, non, comment c'est pas avec un ring de boxe. Non, avec un ring de boxe. Je veux dire, tu peux pas avoir de parterre. Il y a à Mont-Laurier la salle. Mont-Laurier? Oui. C'est loin, là. Oui, mais il y aurait du monde. Sauf que la salle, qu'est-ce qui est hot, c'est que les bancs descendent dans le sol. La salle est incroyable. Wow. Après ça, t'es à Mont-Laurier, là, tu sais. Mais moi, je pense que t'as des gens de l'Abitibi qui peuvent descendre. T'as le parc à traverser, t'es arrivé. Le monde qui sont dans le nord, dans les Laurentides, t'es pas loin de... à partir de... Tremblant. À partir de Tremblant, mais même à partir de Montréal, tu te rends à Mont-Laurier, ça t'a pris pas tant plus loin que de te rendre au Saguenay. Là, non, mais c'est Québec, maintenant. Non, mais tu vas à Québec, là, mettons. T'as raison. Arrivé à Québec, t'es toujours bien à 1 heure d'arriver au Saguenay. Là, c'est vrai. Fait que... dans les combats qui vont venir, la semaine prochaine, en fin de semaine qui s'en vient, le 8, il y a un boxeur que j'adore. Là. Puis si jamais tu as l'occasion, Phil, regarde-le. Il s'appelle Virgil Ortiz. OK. C'est un boxeur qui est rendu à 154 livres. Un jeune, il cogne, il a une belle technique. J'en parlais hier avec Antonin, puis tout un boxeur. Là, il va être dans un combat de championnat mondial par intérim de la WBC contre Erickson Lubin. Lubin, ça, c'était un jeune hyper prometteur pour les Américains. Il voyait grand en lui. Il a décidé de pas aller aux Olympiques, de faire le saut chez les professionnels. Je pense que il y avait quelque chose de compliqué pour être sur l'équipe nationale. Donc, il a fait le saut chez les professionnels. Y avait-tu la nationalité haïtienne ou américaine? Américaine. Américaine. Ouais. Puis c'est lui, il a vraiment bien fait, mais il s'est enfargé 2 fois. Il a perdu 2 combats. Puis, mais il y avait vraiment un très gros hype autour de ce gars-là quand il a fait le saut chez les professionnels. C'était avec PBC. Oui, il a été signé par PBC, All Heyman. Puis là, il est revenu. Puis là, il va se battre contre Virgil Ortiz. Ça va être un bon combat. Très bon combat. Lubin est gaucher. Ortiz, à son dernier combat, il s'est battu contre l'avant-dernier adversaire de Crawford, Madrimov. Puis ça avait fait tout un combat. Donc, il a mieux fait que Terence Crawford contre Madrimov, je trouve. Ah ouais, OK. Tu vois que Ortiz, il est très complet. Bonne force de frappe, un boxeur technique, mais c'est un bon bagarreur. Là, il cogne. Je le vois remporter le combat contre Lubin. Là. Et je pense aussi, mais il va falloir qu'il soit prudent. Puis, c'est sûr. Ça se passe où?
Aux États-Unis, je pourrais pas te dire exactement où. Je l'ai pas noté. Mais Tu sais rien, man. non, tu vois que je suis pas à mon affaire. Tu parles des affaires, tu sais même pas c'est quoi. Ceci étant dit, Oui. parlant de boxe de haut niveau, avant de se rendre là, il y a de la boxe amateur. Oui. Puis ça, t'as supporté plusieurs athlètes, t'es allé à plusieurs shows de boxe amateur. Nous, ici, on aime beaucoup supporter la boxe amateur. On en parle à chaque semaine. Cette fin de semaine, il va y avoir une fin de semaine assez chargée. Il y a le 7 novembre au Club de boxe de l'Est un événement pour la boxe amateur. On se souvient que la boxe amateur, c'est le futur de la boxe professionnelle. Alors, c'est important d'aller les encourager, de créer des liens avec eux dès le début, de voir comment la boxe se développe aussi au Québec, d'encourager les athlètes, les clubs. Donc, le 7 novembre, Club de boxe de l'Est. Sinon, il y a Crew Box Fitness à Chambly. Après ça, le 8 novembre, il y a le Club de boxe Action Plus à Mercier. Toujours le 8 novembre, à Saint-Hyacinthe, le Club de boxe de Saint-Hyacinthe font un programme double. Un programme à 13h, puis un programme à 19h. Donc, choisissez votre plage horaire si vous n'avez rien à faire. C'est le temps d'y aller. Gros, mais la santé de la boxe amateur est tout va bien. Là, Ouais. donc, Ben, il y a beaucoup de ça, choses. c'est Là, positif. le dernier, c'est le gym de Corner à Montréal, l'ancien gym champion dont on parlait, qui est tout à fait tout rénové Ouais, maintenant. l'odeur est, L'odeur correcte. est maintenant. rendue bonne. Ils ont acheté des exactement. Febreze, là. Il y a des petits Febreze. Non, mais ils ont tout rénové en entier. Ils ont même agrandi. C'est super. Donc, le 8 novembre, il va y avoir aussi un événement de boxe là-bas. Pourquoi ils ont changé le nom? Le Corner, il me semble, le club de boxe champion, c'est probablement le plus Ben, vieux c'est- gym. Ouais. Puis le nom est tellement établi, mais En fait, c'est parce que c'était George Sherry qui avait le gym. OK. Puis après ça, George était encore un des propriétaires, mais qui louait la place. Oui. Puis là, ben, quand George s'est retiré, je pense qu'il Ils ont s'est changé retiré le nom. avec le nom aussi. Oui, je là. comprends. Ça, c'est mon interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est probablement une des raisons. comprends. Phil, yeah! toi, t'es un gars pas mal occupé. Ça ressemble à quoi, là, ce qui s'en vient pour toi? Ben là, moi, je commence les rodages pour un 3e show. J'ai annoncé 2 dates là, qui vont être du côté de Terrebonne. Puis après ça, là, fin novembre, je vais annoncer comme une trolley de dates de rodage pour finir tout ça. Sinon, moi, le 7 décembre, je suis à l'animation du Gala Québec Cinéma sur les ondes de Nouveau. Nice. Et je suis en train de tourner là, un show avec Arnaud Soli. Ça s'appelle Poche en chef. C'est que des artistes qui... C'est un show de cuisine de monde qui ne savent pas cuisiner. Oh, wow. Puis ça va être à partir de janvier sur Nouveau et sur Crave. Puis mettons, pour les gens qui voudraient te voir en rodage, où est-ce qu'ils peuvent voir tes dates, tout Au ça? Costco à la Chenesse. Au à Costco à la Chenet, je suis souvent là. Sinon, dans des galas de boxe, je vais me faire des numbers. Non, mais en fait, sur philroy.ca, sinon sur mes réseaux sociaux, là, ça va être annoncé sous peu. Super. Excellent. Alors, écoute, on va venir te voir en rodage. En Yes. tout cas, je dis moi, je vais venir. Ouais. Ça, c'est sûr. Toi, est-ce que Puis tu je vais vas... venir te voir. Mais souvent, mettons, je fais je sors d'un bon entraînement, je vais texter Sam pour. Yo, Sam, je vais te montrer, je suis rendu où, là? Ben là, on n'a pas changé d'adresse. Non, je sais bien. Il faut juste ton GPS fonctionne encore, puis tu devrais Oui, pas faire c'est pour ça, trouver la c'est place. ça, ouais. Anton, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Qu'est-ce- On devait peut-être aller la semaine prochaine. Ah, c'est vrai, on n'a même pas On parlé. n'en a pas parlé. Tu parlais de Leila Baudouin. Ouais, Leila Baudouin, Ouais, malheureusement, on partait. Elle avait son Ben combat oui. en sous-carte de Jake Paul contre Gervonta Davis. Malheureusement, Gervonta Davis Exact. étant ce qu'il est, c'est tombé à l'eau. Le gala au complet a été cancellé. En fait, le gala a été reporté. Ouais, le C'est reporté, mais Ils ouais. sont en train de regarder pour un autre match-up. Ouais, c'est un peu une cancellation. Là, Ouais, tu sais, ça va avoir lieu certainement. Juste, on se croise les doigts. On n'a pas de date encore, mais on espère que le combat va être reporté en décembre. J'ai vu passer, je sais pas si c'est vrai, là, que c'était le fils de Tommy Morrison qui allait affronter Jake Paul, mais tu sais, ça se peut que ça soit. Il y a Nate Diaz aussi qui a dit qu'il était là. You're dead, un affaire de même. Il y en a plusieurs qui ont répondu présent. Il y a même Berlenga qui a call out Jake Paul. Carl Froch a dit qu'il était prêt.
André Ward a dit qu'il était prêt. Écoute, il y a un bel inventaire. Tu parlais tantôt de Money Tyson. Talk, là, exact. Tout le monde chialait contre Jake Paul. Maintenant, tout le monde veut l'affronter. D'ailleurs, je suis surpris que notre ami Johnny Boy, Jean-Pascal, il l'a pas appelé. Je suis un peu surpris de ça. D'habitude, c'est son style. C'est plus son style. Oui, il serait allé. La catégorie de poids aussi, là, on n'est pas très loin. Donc, mais il allait affronter. La catégorie de poids, ça veut pas dire grand-chose parce que à son dernier combat, il a affronté Mike Tyson à 225. Puis là, il allait affronter Gervonta Davis à 135. Non, c'est ça. À un moment donné, je pense que le poids, l'âge, c'est plus important quand on parle de Jake Paul. Non, c'est ça. Mais là, j'ai vu là, Jake Paul, il a commencé à soigner des balles, là, d'après moi, là, comme il va joindre, il va repartir une genre de MLB on the side. Là. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. On parlait de Jean-Pascal, ça m'a fait penser à ça. Il semblerait que Jean-Pascal aurait un dernier combat qu'il voudrait faire entre le gagnant de Francis Ntetsu et Francis Lafrenière, exactement. Il y a une conférence de presse là, pour annoncer cet événement-là qui va avoir lieu, je crois, le 29 novembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas sur la même carte qu'il va y avoir Steve Rose? Oui, Steve Rose contre Jean-Michel Poulain. C'est quand même un bon combat, ça. Oui, ça va être intéressant. Il va y avoir plusieurs combats. C'est organisé par New Era. Donc, 29 novembre, il va y avoir de la boxe là aussi. Sinon, Eye of the Tiger, ils reviennent en décembre. Absolument, à Gatineau. En fait, en décembre, même la semaine prochaine. Oui, bien, la semaine prochaine. Oh my God. Je pense qu'on avait déjà parlé, mais oui, c'est vrai. C'est le fameux retour de Steven Butler qui devait affronter Eric Bazignan. Ouais. Bazignan, pas chanceux. Troisième cancellation pour le même combat. Steven Butler démontre une résilience incroyable. C'est pas compliqué quand même. Hein? Il affronte un Québécois qui a certainement beaucoup de choses à prouver. Fait que... Stéphane Fonjo. Enfin, deux Québécois. En fait, c'est Stéphane Fonjo. C'est déjà deux Québécois. C'est quelqu'un... il habitait à Dubaï dernièrement. Il est venu s'installer à Montréal. Il est entraîné par Ian McKillop. Et quand ils ont vu que Bazignan ne pouvait pas se battre, ils ont appelé directement Kamel. Ils ont dit, si tu cherches un adversaire, on devait se battre au BC la semaine prochaine. Puis on serait prêt à venir. Fait que cool. Finalement, ils ont fait ça. Ça va être une autre belle carte. Pour l'instant, il va y avoir Wyatt Sanford, Eric Israelian, Steven Butler, Moreno Fendero, Orobio. J'en oublie-tu? J'ai pas la carte sous les yeux, mais ça me semble être pas mal complet. Ça va être un très grand combat. Là. Steven Butler a énormément à prouver. Il a faim. Je suis excité de ce combat-là. On va voir ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire via les différentes plateformes, c'est-à-dire Spotify, YouTube. Allez voir ça via la commission athlétique de BPM Sport. Sinon, Punching Grace aussi. Vous allez pouvoir avoir tout ça. On se revoit la semaine prochaine. Merci.